Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, a été signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Comment la ZLECAf fonctionne-t-elle réellement? Qu'en est-il de la partie nationale? Quels sont les acteurs clés de ce processus? Sur ce plateau, comme d'habitude, 4 invités avec lesquels nous allons échanger sur CEO Forum, la ZLECAf. Quelle opportunité pour l'Afrique. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, cette émission se déroule en marge de l'édition, c'est la 8e du CEO Forum, l'Africa CEO Forum exactement, qui s'est tenu à Abidjan les 13 et 14 juin sur le thème souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité et prospérité africaine, en présence évidemment de plusieurs chefs d'État et d'acteurs clés du secteur privé. Alors, je reçois ce soir M. Stéphane Akangui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, je rappelle que vous êtes, sauf erreur de ma part, secrétaire exécutif, directeur exécutif du comité de la Confédération générale des travailleurs des entreprises de Côte d'Ivoire. Je reprends, vous êtes, parce qu'en fait, j'avais madame Boundi avant vous, donc vous êtes bien directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Tout à fait. Bon, nous y sommes. Merci d'être parmi nous. Alors, je viens à vous, madame. Vous êtes Madame Fatoumata Boundi, secrétaire exécutif du comité national de la ZLECAf de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? C'est bien ça. Bon. Merci d'être là, madame. À côté de monsieur Stéphane Akangui, nous avons madame Patricia Zoundi Yao. Vous êtes présidente du mouvement des petites et moyennes entreprises MPME, mais vous êtes également ici sur ce plateau pour le compte du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Madame Zoundi, bonsoir. Bonsoir. Double casquette. Alors, comment avoir une émission de ce type, de cette qualité aussi importante sans les médias? Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Valentin Bougueng. Vous êtes directeur du magazine Émergence économique du groupe Fraternité Matin, c'est bien cela? Exact. Merci d'être sur ce plateau. Alors, mesdames, messieurs, faisons ensemble un état des lieux à travers ce papier libre réalisé par Ahmed Traoré et Lionel Youmouli. Il se pose la question sur l'état de santé de la ZLECAf. La ZLECAf, où en sommes-nous? La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est un projet de libre-échange sur l'ensemble du continent africain. Il a pour mission de fédérer l'ensemble des 55 États de l'Union africaine au sein de la zone de libre-échange. L'objectif de cette mission est de créer un marché unique pour les marchandises, les services et la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain. Pour accorder une place importante à l'Afrique dans la libre-échange, la ZLECAf s'est assignée entre autres les objectifs suivants: l'élimination progressive des tarifs douaniers et des barrières non tarifaires, l'amélioration de la coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires, le développement des chaînes de valeur au niveau régional et continental, le renforcement des traits du développement et l'industrialisation de l'Afrique. L'avantage de la ZLECAf, c'est que ça va permettre de créer un marché commun, un vaste marché commun pour nos entreprises industrielles qui vont pouvoir commercer et puisque tous les droits de douane vont être levés grâce à cet accord commercial. Et cet accord va aller au plus loin que les accords sur les biens, mais également sur les services, sur les investissements et à terme sur les personnes pour permettre la libre circulation sur l'ensemble du continent des personnes. La zone de libre-échange continentale africaine représente une véritable occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'inclusion économique dans les pays concernés. Selon Wakele Mene, secrétaire général du secrétariat de la ZLECAf, l'engagement des chefs d'État africains représente un accord d'environ 87,8% pour une intégration parfaite des marchés. Près de 8000 produits relèvent du système harmonisé des règles d'origine et des tarifs de l'Organisation mondiale des douanes. Toutefois, les acteurs du secteur notifient des difficultés. Bon, on a déjà des expériences en Afrique puisque nous avons ces communautés économiques régionales, notamment la CEDEAO.
Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit un franc succès parce que, je veux dire, le commerce intra-régional n'est pas au niveau qui pourrait être attendu. Parce que les États, malheureusement, continuent à mettre des barrières tarifaires et non tarifaires dans le commerce intra-régional. Donc on ne peut pas, disons, profiter pleinement du potentiel formidable qu'offrent ces communautés économiques régionales. Donc pour qu'effectivement la ZLECAf puisse fonctionner, il faut que les États qui se sont dotés d'un certain nombre de textes pour faciliter la libre circulation des biens, des services, des personnes, des investissements, que ces États-là, effectivement, respectent les engagements qu'ils ont pris. Donc, effectivement, lever toutes les barrières tarifaires, faciliter le commerce, mettre en place des infrastructures. Cependant, la ZLECAf représente une opportunité majeure permettant aux pays africains de sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de 68 millions d'autres bénéficiaires. Merci à Ahmed Traoré et Lionel Yoli. Alors, commentaire, Madame Fatoumata Boundi, après ce qu'on a vu et tout ce qui a été dit. Mais effectivement, la ZLECAf représente un potentiel pour l'Afrique, oui, pour augmenter le volume du commerce intra-africain, donc par la libéralisation du commerce des services et la libéralisation aussi du commerce des marchandises. Donc au bout de 13 ans maximum, sur le continent africain, on aura 97% des marchandises qui pourront circuler sans frais de douane entre les pays signataires et les pays qui ont ratifié surtout l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est un potentiel immense, réel, pour permettre la transformation structurelle de nos différentes économies et atteindre un enjeu d'industrialisation. Alors, ça, c'est un espoir. Monsieur le directeur exécutif de la CGCI, quel commentaire après cet élément? Alors, on a vu à travers cet élément un certain nombre de personnes prendre la parole, notamment Mme Domelo, oui, qui est la directrice exécutive de l'Union des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, qui est membre de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et elle a dit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'effectivement, la Côte d'Ivoire n'en est pas à sa première expérience de libéralisation. Nous sommes dans un certain nombre d'ensembles plus grands, oui, à l'intérieur desquels les marchandises sont censées circuler sans droit de douane librement. Il y a l'UEMOA, 8 pays francophones, il y a la CEDEAO, oui, et 15 pays, et le plus grand, c'est celui de tout le continent africain. Et au début, j'allais dire, les pères fondateurs de l'intégration économique avaient décidé que ces pays-là devaient d'abord s'intégrer au niveau régional, donc en Afrique de l'Ouest, oui, et ensuite, ces différents espaces régionaux devaient s'intégrer entre elles pour donner cette Afrique unie. Je crois que face à peut-être la lenteur des processus d'intégration régionaux, les chefs d'État de l'Union africaine, j'allais dire, ont décidé d'accélérer un peu plus le pas vers l'intégration du continent et sont partis, je ne vais pas dire directement, mais aller un peu plus vite vers l'intégration du continent en essayant d'éliminer toutes les barrières commerciales entre les 55 pays qui composent notre continent. Alors, au niveau justement des petites et moyennes entreprises, vraiment, vous êtes importante aussi dans ce qui nous concerne aujourd'hui, la ZLECAf. Quel est votre regard justement sur ce qui a été dit et ce qui se fait aujourd'hui sur le plan économique? Quand je prends ma casquette d'entrepreneur, oui, prenez-la. En tant qu'entrepreneur en Côte d'Ivoire, j'ai un marché de 26 millions de personnes. Et donc, pour moi, avoir accès à un marché de 1,2 milliard de personnes, ça veut dire pour moi opportunité de pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires, opportunité de pouvoir grandir, opportunité de pouvoir atteindre de nouveaux marchés que je n'allais pas avoir accès. Mais comme Mme Domelo le disait dans l'élément, oui, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Déjà, même au niveau communautaire avec la CEDEAO, où l'intégration, enfin, la ratification a été faite il y a de nombreuses années, des défis encore, ils demeurent encore. Donc, on espère que ces défis-là vont pouvoir servir de leçons pour pouvoir améliorer le défi de la ZLECAf. En même temps, je me pose la question en tant qu'entrepreneur, est-ce que je suis prête? Voilà, parce qu'une opportunité reste une opportunité. Mais il faut la saisir tout de même. Quand vous pouvez la saisir. Donc, est-ce que je suis prête? Parce que j'ai des économies très dynamiques.
c'est vrai que quand on ouvre, ça veut dire qu'il n'y a plus de protectionnisme. Donc, on va y arriver. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes un observateur averti, je l'ai dit. En plus, vous êtes journaliste et directeur donc, de ce support émergence économique de Fraternité Matin. Quel est votre regard, justement, sur cette question? On ouvre, et ça a été ratifié, il y a encore des freins. Le journaliste que vous êtes, l'économiste que vous êtes, quel est le commentaire? Bon, la ZLECAf, pour la zone de libre-échange économique continentale africaine, c'est une grande accélération de l'histoire. Je pense que M. Akangui l'a souligné tout à l'heure. Il y a eu tout un mouvement à l'époque, les pères fondateurs qui se sont battus pour qu'il y ait davantage d'intégration régionale africaine, pour qu'il y ait un marché libre du nord au sud et de l'est à l'ouest du continent. Et aujourd'hui, après 1000 péripéties, on est arrivé donc à ce moment historique, on va dire, donc, de l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. C'est une accélération historique, mais encore sur le papier. Sur le papier, on attend donc sur le terrain les espoirs que porte cette zone de libre-échange puissent se réaliser. Et là, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, je vais citer le Premier ministre, M. Patrick Hachi, qui était à Davos lors du récent forum économique. Il a dit ceci: l'Afrique est un marché très attractif avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, il y a un espoir. Alors, quels sont justement les atouts de cette ZLECAf? Parce qu'ils existent. Vous parlez de freins, mais les atouts existent, M. Akangui. Oui, mais mes prédécesseurs ont dit, et notamment Mme Zoundi à ma gauche, le premier atout, c'est la taille du marché. Oui. Voilà, la taille du marché, un marché attractif. On le sait, l'Afrique est un continent, à une forte croissance démographique. Donc, vous imaginez qu'aujourd'hui, déjà, la taille du marché fait rêver, 1,2 milliard. Eh bien, dans 25 ans à peu près, ce sera doublé. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, le continent de l'avenir. Maintenant, quand on a, j'allais dire, un marché, il faut que ce soit un marché, j'allais dire, avec des personnes avec un certain niveau pour pouvoir consommer les produits que nous fabriquons. Et aussi, il faut que, j'allais dire, les produits que Mme Zoundi fabrique puissent arriver en Tanzanie, arriver au Maroc. Donc, il faut un certain nombre d'infrastructures. Donc, ça veut dire des préalables, en réalité. Des préalables, mais aussi en même temps des opportunités. Oui. Certes, c'est des préalables, mais en même temps, c'est des opportunités. On se dit que les entreprises ne profiteront pas de ce marché-là toutes seules. Et donc, il y a tout un écosystème qui va se mettre en place de construction de routes, qui va donner aussi du marché à d'autres types d'entreprises. Donc, voilà, ça va faire des émulations. Et je pense que c'est cela qui attire un peu les investisseurs sur notre continent. Alors, Madame Fatoumata Boundi, Madame Boundi, alors, on parle, Valentin lui disait tout à l'heure, ZLECAf, oui, elle est belle sur le papier, c'est beau sur le papier. Concrètement, est-ce qu'un rêve ou on est dans la réalité et dans une action qui peut déboucher sur quelque chose de concret pour les populations? Parce qu'on parle aussi des populations. Effectivement, je veux dire, la ZLECAf, c'est vrai qu'il dit que ça reste dans les papiers, mais techniquement, quand on regarde dans l'histoire de tous les accords qui ont été signés par l'Afrique, je veux dire, la ZLECAf, c'est l'accord qui a obtenu le taux de ratification le plus rapidement. Je veux dire, en moins d'1 an, la ZLECAf a atteint le taux minimum de ratification nécessaire, qui est de 22 ratifications. Sur 54. Voilà, 55 pays qui ont signé l'accord. Donc, c'est vraiment historique. Donc, ça montre vraiment l'engagement des chefs d'État à pouvoir prendre toutes les mesures pour pouvoir faire en sorte que cet accord marche. Et aussi, au niveau de la ZLECAf, il y a des mécanismes qui existent. Comme vous l'avez entendu dans l'élément, il y a des limites au niveau des autres communautés économiques que nous avons, la CEDEAO notamment, on a des difficultés. Donc, avec la ZLECAf, c'est une opportunité pour nous pour rattraper tout ce qui n'a pas été fait lors des protocoles. C'est-à-dire, on met en place des mécanismes qui existent dans le cadre de la ZLECAf, qui n'existaient pas dans le cadre des autres accords. Donc, je vous parle de l'Observatoire du commerce africain qui donne au secteur privé mais un outil qui leur permet d'identifier le potentiel de leurs produits. Est-ce que c'est dynamique? Est-ce que vous travaillez vraiment en synergie? On sort des documents, des papiers. Est-ce qu'on sort de là pour vraiment être sur le terrain et
aller dans l'application? Effectivement, c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait avec la mise en place du Comité national de la zone de libre-échange continentale, qui est justement une recommandation des chefs d'État. Oui. Parce qu'il fallait faire la différence. On s'est dit, les autres n'ont pas fonctionné, les autres accords n'ont pas fonctionné, parce qu'on n'a pas vraiment impliqué, on est resté dans les livres. Donc cette fois-ci, il faut aller au contact de la population, il faut les impliquer. C'est pourquoi le processus même de la ZLECAf exige la participation inclusive de toutes les parties prenantes. Et ce que la Côte d'Ivoire a très bien fait en mettant en place un comité national interministériel, voilà, avec un comité technique présidé par le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, M. Souleymane Diarra-Souba, donc qui travaille vraiment d'arrache-pied pour s'assurer que les parties prenantes, notamment le secteur privé, est au cœur des prises de décision de toutes les... toutes les consultations nationales sont faites sur les sujets qui sont débattus et qui feront l'objet de protocoles qui sont... Très bien. Alors, est-ce qu'on le ressent, Valentin, Madame Zoundi, est-ce que vous ressentez vraiment cette présence de la ZLECAf au quotidien dans ce que vous faites, et vous aussi dans votre regard de journaliste? C'est vrai que j'ai vu des efforts de communication, mais bon... C'est encore un peu timide, mais c'est déjà bon, c'est encore un peu timide. Parce que, comme je le disais, une opportunité reste une opportunité lorsqu'on peut la saisir. Exactement. Et nous, on voit en tant qu'entrepreneur PME, et je pense que c'est la même chose pour mes collègues PME, c'est si on n'arrive pas à capter cette opportunité comme on l'a fait, parce qu'on va avoir à compétir avec d'autres économies plus dynamique, plus forte, il ne faut pas qu'on se les cache. Les économies comme celle de l'Afrique du Sud, je veux dire les pays maghrébins, même le Nigeria. Oui, en Nigeria, parce que même quand tu prends la taille de nos PME ici, quand jusqu'à moins d'1 milliard, tu as une PME. Dans d'autres pays, même jusqu'à 10 milliards, c'est des PME. Exactement. Donc vous voyez un peu déjà... Oui. Donc nous, aujourd'hui... C'est une grande différence. Voilà, donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on se prépare pour ce marché-là, parce que déjà, on va recevoir les autres chez nous, mais il faut qu'on puisse également aller... chez les autres aussi pour se protéger. C'est le gros défi, en fait, qui reste la préparation à l'ouverture pour que cette opportunité-là, justement, demeure une opportunité pour toutes les économies, en fait. Alors, Valentin, opportunité, comment se prépare, avec, encore une fois, votre regard, parce que vous avez un regard qui est large et très pointu sur ces questions, comment se prépare justement à attaquer ces marchés et aller les chercher et faire en sorte qu'on ne soit pas noyé? Ces contributeurs qui sont autour de la table ont des regards larges. Je les espère. Bon, ce que je peux dire sur le sujet, en réalité, quand je parlais sur le papier, c'est-à-dire que je ne méconnais pas tout ce qui a été fait comme accélération au plan théorique déjà, au plan conceptuel. Oui. Parce que ce n'est pas une mince affaire de vouloir mettre ensemble une cinquantaine de pays qui ont des tailles totalement différentes, qui ont des niveaux de développement différents, qui ont des capacités industrielles différentes. Alors, il y a certains d'entre ces pays qui sont prêts tout de suite. Si on ouvre les frontières, ces pays sont prêts. Ils sont prêts. Parce que, oui, tout à fait, parce que la taille de leur industrie le leur permet. Oui. Je ne vais pas citer des noms, mais on sait très bien les pays industriellement avancés sur le continent, ils sont prêts pour pouvoir bénéficier largement, dès le départ, de l'ouverture du marché. Et il y a des pays de taille inférieure qui ne le sont pas encore et qui nourrissent une certaine inquiétude qu'on peut comprendre parce que la ZLECAf, ça signifie à terme, en réalité, dans la disparition des droits de douane. Oui. Alors, comme vous le savez, les principales ressources pour un pays, c'est d'abord la fiscalité de porte, c'est les droits de douane, et la fiscalité intérieure. Donc, et les droits de douane, ça compte aussi pour beaucoup dans les recettes de l'État. Donc, le fait de se séparer de ces recettes-là, déjà, ça pose un problème de compensation. Alors, mais on les compense. Est-ce que... Je parle juste des questions qui sont en suspens et qui font que par moment, on a l'impression que ça piétine. Et ça on avance un peu, et on recule. Mais on sent qu'il y a des freins. Vous avez certainement suivi l'expérience du Nigeria, le plus grand pays d'Afrique, la première économie, qui a mis du temps même pour pouvoir adhérer à... Absolument. Oui, c'est pour vous dire. Les réflexions continuent sur... On a la peur, vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre question, mais la peur de se faire peut-être avaler au niveau de ces industries nationales. Qu'est-ce qu'on devient si les produits doivent rentrer ainsi? D'où toutes les questions, tous les débats qu'il y a eu, par exemple, autour des règles d'origine pour être sûr que quand on dit « Made in Africa », c'est vraiment « Made in Africa » et que ce ne sera pas
un cheval de Troie pour faire entrer. Donc on parle peut-être là d'une forme de protectionnisme économique. Est-ce que dans vos discussions, dans les négociations avec d'autres pays ou d'autres comités nationaux, il y a cette question justement qui intervient, Madame Boundi? Techniquement, j'aimerais qu'on puisse regarder d'un autre angle. Dans le sens où on a un peu peur, oui, parce qu'on se dit que c'est des recettes douanières que nous allons perdre, parce que notre revenu vient en majorité des recettes aux portes. Mais il ne faut pas oublier que le commerce intra-africain, il est de 15%. Je veux dire. Donc, ce n'est pas comme si on perdait autant de ressources, parce que les ressources, elles n'existaient pas vraiment. Donc, je veux dire, quand vous prenez le ratio des droits de douane perçus des pays africains comparé aux objectifs des douanes, on est à moins de 5%. Donc, en comparant ce qu'on perd avec ce qu'on gagne, je veux dire, le choix est tout de suite fait. Donc aussi, il faut qu'on se mette dans la tête que, c'est vrai, on ouvre notre pays à 54 pays, mais il y a 54 autres pays qui sont ouverts à la Côte d'Ivoire, et c'est sur ça qu'il faut qu'on se focalise. Comment faire pour tirer le maximum parti de cet accord? Et ça, il revient de la responsabilité des parties prenantes de s'approprier de l'accord de la ZLECAf, de connaître les droits, de savoir quels sont les avantages qui sont offerts par la ZLECAf. Parce que lorsqu'on n'est pas sensibilisé sur les avantages, oui, si on ne sait pas ce à quoi on a droit, et effectivement, on ne peut pas en tenir... mais justement, c'est là, il faut en parler, il faut communiquer, il faut sensibiliser. Exactement. Monsieur Akangui, alors, on parle justement de cette peur où certains États ont d'autres priorités. Les infrastructures, c'est un élément ou c'est un secteur qui est important, justement pour cette question de la liberté ou de libre-échange. Comment faire en sorte justement que ces pays qui se sont engagés, qui ont signé ou ratifié cet accord, et qui ne sont pas au même niveau au niveau des infrastructures, par exemple, acceptent de jouer le jeu? Parce que ce n'est peut-être pas une priorité, les infrastructures. Pour la Côte d'Ivoire, peut-être oui, pour d'autres pays, non. Comment vous faites? Comment on fait? Alors, je pense que Madame Fofana l'a dit, Madame Boundi l'a dit, si vous voyez que les chefs d'État ont ratifié rapidement cet accord, j'allais dire, ça traduit quand même une certaine priorité. Donc, les faits sont là pour l'attester, c'est une priorité pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très complexe dans cet accord de libre-échange. C'est le fait que la liste des produits dont les droits de douane vont être réduits à zéro, oui, n'est pas la même pour tout le monde. Alors comment on fait alors? Voilà, mais on a décidé, j'allais dire, vous avez parlé un peu de protectionnisme. Oui. La ZLECAf, c'est l'opposé du protectionnisme. C'est l'ouverture des marchés. Exact. C'était la question, justement. Est-ce que les gens pensent au protectionnisme, en fait? Bon, oui, les gens pensent, et je suis d'accord avec Mme Boudi, à tort. C'est l'opposé du protectionnisme. Seulement que dans tout accord de libre-échange, on autorise chaque pays à, j'allais dire, aller en douceur, aller progressivement, oui, ou à garder en dehors de l'accord un certain nombre de produits. Pas tous les produits, on n'est pas capable de fabriquer tout. Donc un certain nombre de produits. Donc une fois ces produits-là mis de côté, le reste, c'est du libéralisme. C'est du libéralisme. En ce qui concerne les infrastructures, j'allais dire, ce n'est pas tant le fait que ça doit être une priorité au niveau national. Je pense qu'elles sont importantes pour échanger entre nous, que ce soit les infrastructures maritimes. Si vous n'avez pas de bateau pour aller du port d'Abidjan au port même du Nigeria ou bien au port de Libreville, et que par ailleurs vous n'avez pas de route non plus et que vous n'avez pas de chemin de fer, bon, ça va être difficile de profiter de ce marché. Ce que vous gagnez en ayant, j'allais dire, des droits de douane zéro, vous risquez de le perdre avec des coûts logistiques qui vont vous décourager. Et la dernière chose que je voulais dire, toujours un peu sur cette crainte, je pense, comme Mme Boudi, que les droits de douane, en tout cas pour une entreprise, la baisse des droits de douane, oui, ce n'est pas une crainte. Ce n'est pas une crainte. Au contraire. Mais la difficulté, que ce soit peur ou pas peur, la difficulté, c'est que pour que ça marche, il faudrait que tout le monde démarre en même temps. Je pense que chacun a un peu peur de dire,
pas un peu peur, mais de dire, OK, moi, je vais commencer à ouvrir mon marché. Il n'y a pas de problème, je vais en profiter. L'ouverture, même si je perds quelques droits de douane, je vais en profiter. Il y a des produits qui vont venir en Côte d'Ivoire sans droits de douane, donc moins cher pour ma population. Si ce sont des produits que je transforme, ça va m'aider à être compétitif. Mais une fois que je suis plus compétitif et que je fabrique un produit, ce produit-là, je veux le vendre aussi davantage. Et donc, si les autres pays ne sont pas ouverts, donc je crois que l'Union africaine a un travail à faire pour que, j'allais dire, le départ, c'est une course. Et que tout le monde, à peu près, parte au même moment, même s'il y en a qui courent moins vite que d'autres. Est-ce que vous pensez, M. Akangu, c'est vrai, vous pensez, parce que, comme je parlais de priorité tout à l'heure, chaque État a ses priorités, même si c'est vrai qu'il y a cette ratification qui est historique. Madame Zoundi Yao, vous êtes donc les PME, c'est vrai que vous parlez aussi au nom des compétences, le compagnon des compétences féminines. Partir au même moment, au même niveau, alors que les réalités ne sont pas les mêmes à l'intérieur. Comment on fait? Comment on négocie? Bon, ce serait l'idéal, hein, comme chacun dit, c'était l'idéal, mais dans la pratique, je ne sais pas si tous les pays pourraient partir, tout le monde pourrait demeurer au même moment. Hein. Mais tout le monde n'a pas le même calendrier. Voilà. Donc dans la pratique, ça risque de ne pas être le démarrage automatique. Mais pour moi, je me dis, c'est une révolution, la ZLECAf. Oui. Moi, je me dis, on ne s'oppose pas à une révolution. C'est déjà fait, ça va s'imposer à nous. Donc, du coup, au lieu d'aller à contre-courant, donc c'est comment on s'y met rapidement pour pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, notre industrie est quand même on est encore sous-industrialisé. Donc, si je veux que mes produits arrivent jusqu'au Rwanda, jusqu'au Nigeria, ça veut dire qu'ils doivent subir une certaine transformation pour être conservés beaucoup plus longtemps, pour avoir beaucoup plus de valeur. Donc, là où je pense que nous, on a à rattraper, c'est vraiment travailler. Je pense qu'il y a quand même des initiatives dessus avec le secteur privé. Je crois que la CEC a déposé un livre blanc sur l'industrialisation. Donc, il y a des volontés d'y aller. Mais maintenant, comment est-ce qu'on au-delà de la volonté, comment on y va concrètement? L'agenda bien déterminé, les next steps pour qu'on y aille rapidement. Alors, je voudrais demander à M. Valentin, quand on prend les deux zones, on prend par exemple la CEMAC, la CEDEAO. Encore aujourd'hui, ces deux zones, c'est vrai que les deux zones sont alignées sur le franc, mais quand vous partez par exemple de Libreville pour venir à Abidjan ou vice-versa, je prends 10 000 francs, si on change cette monnaie, on vous prend 1 000 francs. Alors comment, juste sur la monnaie, ne serait-ce que la monnaie, comment on peut réussir à avoir une ZLECAf qui soit inclusive si même au niveau de ces deux zones, CEMAC et CEDEAO, il n'y a pas cette liberté, il n'y a pas cet équilibre ou cette équité, il n'y a pas cette entente même monétaire. Oui, ça fait partie des grandes contradictions de l'Afrique qui veut s'unir, qui veut devenir un espace uni, mais qui pendant longtemps, jusqu'aujourd'hui, vous avez cité juste l'exemple de la CEMAC, de la CEDEAO. Oui, mais même au sein de la CEDEAO, il y a plusieurs monnaies. Absolument. Dans la sous-zone UEMOA, qui a une monnaie commune, le franc, mais après, vous avez des monnaies, la monnaie du Nigeria, qui est différente du Ghana, de celle de la Sierra Leone, de celle du Libéria. Donc, bref, c'est pour vous dire que déjà, on a une quarantaine de monnaies. 42 monnaies 42. À peu près, donc presque autant de monnaies que d'États. Donc, mais est-ce que c'est pas un frein? C'est difficile. Oui, c'est un frein. Ça a souvent constitué un frein parce que déjà la convertibilité, il y a un coût. Il y a un coût de la convertibilité des monnaies que certaines instances ont évalué à peu près au moins 5 milliards de dollars par an, ce que ça coûte. Oui. Donc vous imaginez bien que s'il y a un mécanisme qui permet d'aller de passer outre la convertibilité, de passer outre cette convertibilité coûteuse des monnaies, ce que ça peut faire gagner aux entrepreneurs. Et surtout aux jeunes entrepreneurs. Aux entrepreneurs qui exportent. Mais je pense qu'au sein de la ZLECAf, il y a des études, il y a un mécanisme qui est prévu, comme une plateforme de paiement et des règlements et autres qui est prévu et qui devrait aider à surmonter cet obstacle monétaire. Alors, on a parlé, et ça c'est à travers le monde, de la crise sanitaire. C'est vrai que, en ce qui concerne le secteur privé, les PME, vous-même, alors comment vous avez justement vécu, mais surtout traversé cette période de la crise sanitaire au niveau du secteur privé? Alors, d'abord, il faut dire que la crise sanitaire a été une crise mondiale, oui, mais fort heureusement ressentie différemment sur le continent africain, sauf peut-être certains pays comme l'Afrique du Sud,
que dans d'autres pays. Ce qui veut dire que nous l'avons traversé en Côte d'Ivoire, nous l'avons traversé pendant une période de 3 mois avec un confinement partiel. C'est vrai qu'on a connu des couvre-feux, mais ils ne se sont pas étalés dans le temps. Ce qui fait que 3 mois de crise, les entreprises ont pu, après, une fois que les mesures d'atténuation ont été levées, les entreprises ont pu repartir un peu plus rapidement que dans d'autres zones. Ce qui explique que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on avait des taux de croissance espérés d'un peu plus de 6%. On a eu un peu moins de 2%. Oui. Et on n'a pas connu une grave crise. On a connu un ralentissement de la croissance. Et aujourd'hui, on en est ? Aujourd'hui, c'est différent. Oui. Au début de l'année, on projetait des taux de croissance de l'ordre de 6,8-7%. Maintenant, j'allais dire, tout le monde est en train de reprendre sa calculatrice pour recalculer un peu à cause de la crise en Ukraine. Absolument. Mais toujours pour revenir sur la Covid, parce que c'est important, je crois, de le dire, les entreprises les ont traversées aussi, j'allais dire, je ne vais pas dire très bien, mais la traversée a été facilitée par le fait que les mesures n'ont pas été mises très longtemps, les fermetures de bars, et ensuite, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place des mesures d'accompagnement. Nous, à la Confédération Générale des Entreprises, on avait fait une proposition avec 35 mesures pour aider le secteur privé à passer ce cap. Sur les 35, il y en a une vingtaine qui ont été mises en œuvre. Donc, ça facilite un peu le passage, ce petit passage. C'est mis à mal maintenant par la crise qui nous dépasse. Alors, au niveau des PME, comment cela s'est passé, cette crise? C'est vrai qu'au niveau du secteur privé, je crois qu'il s'en est bien sorti. Et à votre niveau, est-ce que vous l'avez vraiment ressenti? Bon, de manière générale, il faut dire que notre économie a été quand même résiliente. Oui. Les mesures d'accompagnement ont été mises sous forme de fonds. Il y a eu 3 fonds. Le fonds pour les grandes entreprises, le fonds pour le secteur informel et le fonds pour les PME. Si elles se sont bien passées pour les 2 fonds, les grandes entreprises sont outillées au crédit. Elles savent comment ça marche. C'est des choses qu'elles font tous les jours. Donc, ce n'était pas forcément un problème pour elles à surmonter. Le secteur informel, bon, je pense que l'État avait pris la décision quand même de soutenir ce secteur parce que c'était des raisons existentielles. Mais le fonds des PME, on était à moins de 40% d'absorption. C'est-à-dire les fonds qui ont été mis à disposition, il n'y a eu que moins de 40% qui ont été absorbés. Donc ça veut dire que les choses ne se sont pas tellement bien passées pour les PME. Voilà. Vous avez ressenti vraiment cette crise et ses conséquences. Je veux dire, les conditions qui avaient été données pour avoir accès aux fonds, c'est vrai qu'il y a eu une autre réforme qui a rendu les conditions beaucoup plus souples, mais c'est les mêmes problèmes que les PME avaient, je veux dire, qui ont été mis à nu en fait. Donc je veux dire, on ne pouvait pas espérer un miracle. Voilà, d'où la restructuration, la réorganisation. Donc je pense qu'avec maintenant les nouvelles mesures d'assouplissement qui ont été mises en place, ça va permettre à davantage de PME de pouvoir avoir accès. Mais il y a eu des mesures d'accompagnement, des soutiens qui ont été mis en place. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Les cas sans pas de problème à votre niveau, c'est vrai que c'était une période difficile. Je veux dire, ce dont Mme Zoundi parle, c'est vraiment très important et pourrait être, je veux dire, un défi à relever au niveau de la ZLECAf. Souvent, quand vous parlez aux entreprises, ils vous disent qu'ils ont des problèmes de financement. Mais il y a des études qui montrent que la majorité des entreprises ont des problèmes de management, de formation, de capital humain. Donc ça, c'est vraiment important parce que vous avez remarqué, notre économie on a beaucoup d'informels au niveau de notre économie. À peu près. Alors que lorsqu'on est dans l'informel, c'est vraiment compliqué. On limite en fait les efforts de l'État à pouvoir aider le secteur privé à aller de l'avant. Donc, étant dans l'informel, c'est compliqué pour avoir des crédits. On espère vraiment échapper un peu à l'impôt pendant que l'État essaie de faire une transition fiscale. Donc, on se retrouve avec peu d'entreprises qui ont un poids social, enfin, qui doivent payer l'impôt pour régler toutes les... Donc ça, c'est vraiment un problème. Voilà, donc ça, c'est un communication, d'information. Et ce serait un frein si on n'y remédie pas. Parce que pour pouvoir exporter, parce que là, on parle d'industrialisation, on parle d'augmentation des capacités de production. Mais pour ça, il faut des moyens. Donc, si on n'a pas une entreprise qui est formelle, voilà, il faut être en règle, il faut être formalisé. Le profil de l'entrepreneur est vraiment important aussi aux yeux des bailleurs, aux yeux aussi des institutions financières qui posent souvent des conditions. Donc,
Donc, il faut pouvoir respecter ces conditions-là. Et si on est dans l'informel, on ne peut pas capter tous ces financements qui s'offrent vraiment au secteur privé. Donc, c'est vraiment une entrave au développement de ces petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises pour capter les opportunités de la ZLECAf. Alors, selon vous, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a organisé la COP 15. Donc, avec succès, il y a un mois, c'était au mois de mai. L'environnement intervient-il et à quel niveau en ce qui concerne la ZLECAf? Madame Boundi. Mais Parce qu'on a parlé de sécheresse, désertification. Et face à cette situation qui est un frein, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a investi, il y a des bailleurs qui accompagnent. Enfin, c'était un succès, cette COP 15. Mais concernant la ZLECAf, est-ce un problème? Est-ce que ça vous empêche d'évoluer? Comment vous gérez justement cette question de l'environnement? Qui dit ZLECAf entend enjeu d'industrialisation. Et lorsqu'on entend industrialisation, on pense à la pollution de l'environnement. Mais par contre, ce qui est plus priorisé au niveau de la ZLECAf, c'est de vraiment avoir une industrialisation responsable, de faire la promotion des matériaux qui ne vont pas forcément être trop nocifs pour l'environnement. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, c'est vraiment possible avec le développement des recherches et développement qui est vraiment mis au cœur. Parce que pour que l'Afrique s'industrialise, il va falloir faire de la recherche. Donc, ça coûte. Voilà, exactement. Ça coûte. Donc, ça coûte évidemment. L'industrialisation a un coût. Comme tout a un coût. Tout bénéfice, il faut investir. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est mis vraiment, l'accent est mis là-dessus pour que nous passions à une industrialisation responsable, pour qu'on puisse faire attention à tout ce qui est nocif à l'environnement et aller vers des solutions durables qui seront mieux pour la santé. Parce qu'il ne faut pas s'industrialiser au coût de la santé de la population. Alors, au niveau du secteur privé, c'est vrai que vous avez été, je ne veux pas dire encensé, mais vous avez été vraiment salué, vos efforts, votre implication, je le dirais encore hier et aujourd'hui, en ce qui concerne donc vos actions. Comment vous gérez justement cette question de l'environnement, du respect de l'environnement au regard de ce qui arrive au monde et à l'Afrique? Alors, d'abord, pour revenir à la question que vous avez posée, je pense que il faut être clair. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est avant tout un accord commercial. C'est un accord commercial. C'est vrai que c'est un accord commercial qui est un outil, une opportunité pour le développement des pays. Et quand on dit développement, on parle de développement économique, social et environnemental. Mais on parle avant tout d'un accord commercial. Donc, et on ne tient pas compte dans les négociations, vous en tenez compte? Dans les négociations, on tient compte des barrières tarifaires, on tient compte de l'investissement, on tient compte des règles d'origine directement. On ne tient pas compte des questions d'environnement. Je dis bien dans les négociations. Ceci dit, ça a un impact. Maintenant, vous me posez la question de savoir comment est-ce que les entreprises en Côte d'Ivoire prennent en compte cette question de l'environnement. En général, j'allais dire, ce sont des questions qui souvent qui s'imposent à nous. D'abord parce que ça devient une contrainte de plus en plus importante pour les pays développés. Et donc, de plus en plus, pour garder vos marchés, pour garder vos clients dans les pays occidentaux, vous devez produire en respectant un certain nombre de normes. Voilà. Au début, on était parti dans de la sensibilisation. Voilà, donc c'était volontaire. Et maintenant, de plus en plus, il y a une contrainte. De plus en plus, les normes deviennent contraignantes, liées au travail des enfants, liées à la déforestation. Alors après, la problématique, j'allais en venir. Après, la problématique n'est pas la même selon les secteurs d'activité. Maintenant, justement, les questions de RSE, au début, c'était une question, j'allais dire, un peu une question sociale. L'entreprise est dans un secteur d'activité, elle est dans une communauté, elle comprend que elle ne peut pas se développer seule. Donc, elle construit des écoles, elle construit des routes, elle fait un peu des œuvres sociales. Des RSE, qui, notre action, c'était de nous battre pour que, justement, ces œuvres-là soient reconnues par l'État, qu'on reconnaisse que les entreprises font quelque part en faisant de la RSE, elles font un peu quelque part quelque chose que l'État pourrait faire. Quand une entreprise construit une école, on sait bien que l'école, c'est du domaine régalien. Absolument. Donc nous, au niveau du secteur privé, au niveau de la CGC, nous nous battions pour que ces actions-là de RSE soient reconnues et à la limite défiscalisées. Bon.
Et puis, je vais vous poser la question, est-ce le cas? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui fait que parfois, on a une double contrainte, c'est-à-dire que l'entreprise investit elle-même dans la RSE, oui, mais elle n'a pas, parfois, pas toujours, elle n'a pas parfois le retour ou la défiscalisation qui lui permet de continuer. Parfois, au contraire, on met des impôts pour financer le traitement des déchets, pour financer autant de choses qui sont normales. Mais vous êtes structuré, organisé et vous contribuez, on va dire, au mieux-être des uns et des autres. Alors, on va justement... en tout cas. Vous essayez. Alors, on va écouter justement ces populations. Elles se demandent ce que fait la ZLECAf. On écoute cet élément qui a été réalisé par Lionel Yomoli et Ahmed Traoré et on en parle sur ce plateau. Bon, je n'ai jamais entendu parler de la ZCAF. C'est la première fois que j'entends parler de cette structure. Je ne sais pas à quoi c'est, je ne sais pas pourquoi même l'utiliser. Non, je n'ai jamais entendu. C'est maintenant vous me posez la question pour savoir que c'est quel rôle ça joue. Ouais, je ne sais pas ça fait quoi. Et puis je ne sais même pas ça existe depuis quand même. Je ne sais même pas, je n'ai jamais entendu parler de ça même. Donc, que j'ai entendu parler comme ça, une zone de libre-échange, mais je ne connais pas tous les contours. Non, je n'ai jamais entendu parler. Je ne connais pas la ZLCAF, non. C'est un nouveau mot pour moi. Je n'ai jamais entendu parler de ça, vraiment, pas vraiment. Alors, je vous vois sourire. Bon, ce sont nos réalités. Oui, mais ça montre l'ampleur du travail qu'il y a à faire. Voilà, donc, mais en même temps aussi la cible. Non, ma question, elle est celle-là. On a posé des questions à donc, la population. Je vais donc vous demander pour qui vous travaillez. Vous travaillez pour qui vous portez ce projet, pour qui le comité national, justement, intervient. Est-ce que ce n'est pas la population, entre autres? Oui, en premier, le secteur privé. D'accord, il y a ensuite... Donc, le secteur privé est au cœur de notre processus de décision, mais parce qu'il ne faut pas qu'on confonde. Je veux dire, nous, le comité national a pour rôle de s'assurer de la vulgarisation de l'accord, de la mise en œuvre effective de l'accord. D'accord. Donc, c'est vraiment important que toute la population soit au courant de l'accord de la ZLECAf. Nous avons une stratégie de communication qui émane de notre stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf, qui est en cours de déploiement, elle a dit timidement, hein, mais quand même. Il y a quelque chose qui se fait. Voilà, donc il y a quelque chose qui est fait. Donc déjà, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Et sur ce plateau. Sur le plateau, merci pour l'invitation. Et aussi, nous faisons la ronde des administrations et des fêtières des secteurs privés. Parce que quand même, la cible, ce sont des entreprises qui sont prêtes à exporter. D'accord. Voilà, donc c'est important déjà de pouvoir amener ceux qui sont déjà là, qui sont prêts à exporter, parce que nous sommes dans un écosystème. Donc dans l'écosystème, nous avons d'autres structures qui sont là pour aider les entreprises dans le milieu rural à se formaliser, à devenir prêts à aller à l'export. Donc le comité national a pour rôle de s'assurer qu'on coordonne déjà les négociations au niveau national, prendre en compte les préoccupations du secteur privé et de mettre en œuvre, accompagner les entreprises à la mise en œuvre de la ZLECAf et les aider aussi au niveau de l'information à l'extérieur. Donc, mais ma question, c'est vrai, je comprends, hein, le secteur privé est la première cible, mais de façon graduelle. Est-ce que vous n'intervenez pas ou vous ne vous adressez pas également aux jeunes, aux femmes? Mais si voilà, on a déjà cette année, ok. C'est ça, Kangui. Moi, je veux juste comprendre, parce qu'ils nous regardent. C'est vrai, la ZLECAf, on se dit, mais qu'est-ce que c'est un acronyme? Qu'est-ce que c'est? Après vous, à qui vous adressez? À qui vous vous adressez? La ZLECAf s'adresse à vous? Oui. Et après, vous vous adressez à qui? Bon, moi, je sais que dans cet accord, il y a une place spécifique faite aux jeunes et aux femmes. Mais, encore une fois, comme l'a dit Mme Boundi, ça s'adresse aux entrepreneurs, aux jeunes et aux femmes entrepreneurs. Je pense que pour qu'un citoyen lambda se rende compte des avantages de la ZLECAf, il faut, comme Valentin l'a dit, il faut que ce soit effectif réellement et que les marchandises rentrent ou sortent sans droit de douane pour que, quelque part, ils se rendent compte que certains produits
parce que les droits de douane ont baissé sur certains produits. Ils sont moins chers. Donc il y a une incidence aussi sur le panier de la ménagère in fine. Il y a une incidence sur le panier de la ménagère, ça dépend ça dépend du montant du droit de douane, de l'importance que le droit de douane joue sur le prix de ce produit. Après, ça s'adresse aux entreprises, mais on cherche à faire des entreprises compétitives, comme l'a dit Patricia, qui grandissent, qui grossissent. Une entreprise qui grossit, c'est une entreprise qui emploie, qui embauche. Oui, mais il y a quand même une approche incitative. Excusez-moi, M. Akarangui, comme on dit, le marché est peut-être un peu plus petit, ce n'est pas négatif. Il y a quand même, je dis, quelque chose qui devrait pouvoir motiver, parce que vous parlez des jeunes entrepreneurs. Ceux qui regardent cette émission, ils se disent, à terme, effectivement, il y a des droits qui vont peut-être disparaître et ça peut les engager à être des entrepreneurs. Madame Zoundi. Oui, c'est intéressant, mais j'ai envie de dire que c'est vrai que le citoyen lambda ne sait pas ce que c'est, mais même au niveau du secteur privé, il y a beaucoup de PME même la cible même visée, il y a beaucoup qui peut-être n'ont jamais entendu parler ou ont juste entendu parler qui ne savent pas les mécanismes. Voilà, ce que c'est même en fait, ce que ça leur offre comme opportunité. Bon, je pense que c'est un travail aussi à faire en synergie. En synergie avec les fêtières, pourquoi puis après, je vais dire, parce que ce sera difficile pour eux d'aller toucher individuellement les PME. Bon, donc, ce sera peut-être passer par des canaux. Mais je suis d'accord avec vous, mais je vais dire, mais pour juste entreprendre sur la base de ce que des droits de douane vont être supprimés n'est pas suffisant. Ah, c'est pas suffisant. non, juste pour ça n'est pas suffisant. Donc, que faut-il alors, Mme Zoundi? Non, je pense qu'il faut réellement travailler avec une entreprise qui est très compétitive. Oui. Voilà, qui est très compétitive, qui marche bien. Donc, ce qui va peut-être amener ce que je dis, j'ai un marché. J'ai un marché. C'est ça d'abord qui va dire, j'ai accès au marché. Donc, j'ai accès au marché. Là, j'étais sur un marché de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, je vais m'y lancer parce que là, j'ai un marché d'1,2 milliard. Donc, je peux vendre à plusieurs personnes. Donc, c'est ça qui va être pour moi la taille du marché, qui va être la première motivation plutôt que les droits de douane. Non, ils ne sont pas négligeables quand même, Valentin. Oui, ce n'est pas négligeable, mais il faut beaucoup plus. Valentin, ce n'est pas négligeable, mais qu'est-ce qu'il faut davantage justement pour avoir des entreprises qui soient compétitives et surtout que ça entraîne en réalité peut-être d'autres jeunes, puisqu'on parle des jeunes et des femmes, donc des personnes vulnérables, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. J'ai beaucoup entendu le mot écosystème. Oui. Dans un écosystème. Et ce qu'il faut savoir, je crois que M. Akarangui l'a souligné tout à l'heure aussi, c'est que la ZLECAf, ça reste un accord commercial. Oui. Ce n'est qu'un accord commercial, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un accord commercial, donc c'est un instrument qui est censé donc améliorer le quotidien des populations, améliorer donc le quotidien des entreprises, mais à condition, peut-être c'est redondant ce que je vais dire, à condition, c'est important, non, mais dites-le. Soient réunies pour cela. Et ces conditions pour être réunies ne dépendent pas que de l'accord commercial lui-même ou du secrétariat de l'accord qui est censé coordonner un peu tout ce qui est fait au niveau national de chacun des pays ayant ratifié l'accord. Oui. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Vous avez soulevé tout à l'heure la question de la Covid, par exemple, qui a joué un rôle. Il y a eu des répercussions vraiment ravageuses sur beaucoup de PME. Il y a beaucoup de PME qui sont sortis de là totalement sinistrés. Et les mécanismes qui ont été mis en œuvre par le gouvernement, il faut s'en féliciter, certes, mais ne sont pas parvenus à régler ces questions. Est-ce qu'il est possible de régler toutes ces questions? Non, j'en viens. Ça veut dire qu'il y a une question fondamentale qui est au cœur de la ZLECAf, la question des PME, qui n'est pas résolue. Si vous voyez. Et la Covid a été un révélateur de l'ampleur de la tâche qu'il y a à faire. Vous avez entendu, les financements étaient disponibles pour le fonds, mais peu d'entreprises étaient éligibles. Parce que c'est un problème parce que ne remplissant pas les conditions. Il y avait des critères. Pourquoi ne remplissaient-elles pas les conditions? Oui. Il y a l'aspect managérial que Mme Boundi a évoqué tout à l'heure, mais aussi tout l'écosystème des PME. Est-ce que, en Côte d'Ivoire, comme ailleurs en Afrique subsaharienne notamment, est-ce que tous les mécanismes qu'il faut pour développer les PME sont en place? Quand ils sont en place, est-ce qu'ils fonctionnent correctement pour faire en sorte que les PME aient, le management qu'il faut, adéquat, et de deux,
la question du financement. Comment est-ce qu'on finance les PME pour leur permettre de croître, de s'agrandir, pour pouvoir profiter notamment de ce marché qui vient. Parce que le marché arrive, c'est bien beau, c'est la taille, ça fait rêver. C'est 1,2 million maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera le double. Oui. Certes, ça fait rêver, mais comment adresser un tel marché si on n'a pas les conditions qu'il faut pour développer des entreprises à même d'exporter sur ces marchés? Alors justement, ça pose une vraie question. Oui, d'où la question fondamentale des PME qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que là, pour qu'on puisse tirer profit, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de scepticisme et parfois des freins dans certains pays qui se disent, mais nous, nos PME, déjà, elles sont très fragiles. Comment est-ce qu'elles vont se comporter dans un marché ouvert, tout ça. Donc, il faut qu'au niveau national, eh bien, que chaque pays puisse avoir des vraies stratégies de développement des PME, parce que ce sont les PME qui vont faire en sorte que l'objectif visé par la ZLECAf soit atteint. Alors, Patricia, Mme Zoundi, elle est là, je vois qu'elle est toute oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un travail formidable qui est fait. Alors, on regarde, par exemple, la sous-région, et on va prendre le continent, puisqu'on parle de la ZLECAf, qui est étendue. Certains pays, malheureusement, sont d'autres sous sanctions, d'autres sujets à des troubles. Est-ce que ce n'est pas un frein aussi, cette forme, cette instabilité que notre continent, pas dans son entièreté, Dieu merci, mais que certains pays subissent? Et ça commence à devenir quelque peu récurrent. Monsieur Akarangui, secteur privé. Tout à l'heure, lorsque vous parliez, vous disiez, ou quand on parlait de la ZLECAf qui n'est pas mise en œuvre actuellement, enfin qui n'est pas fonctionnelle, on va dire ça. Pas totalement. Pas totalement fonctionnelle, qui est encore dans les starting blocks. Vous disiez que ce n'était pas une priorité pour certains pays. Ben, voilà, c'est un exemple concret. Je n'affirmais pas, c'était une question, je n'étais pas affirmative. Hein. Non, je n'avais pas. C'est une question. Moi, je peux vous dire que les pays qui connaissent des troubles sécuritaires actuellement, leur priorité est un peu ailleurs que la ZLECAf, et on peut les comprendre. Donc oui, effectivement, c'est un frein. Vous avez un pays, je ne vais pas en citer, mais si un pays ne contrôle pas le nord de son pays, bon, et comment vous voulez qu'il aille commercer avec son voisin qui est au nord? Il ne peut pas traverser toute une zone parce qu'il y a de l'insécurité. Donc oui, bien sûr, mais j'allais dire, ce n'est pas directement lié à la zone de libre-échange continentale africaine. Ce sont des problèmes de développement d'ordre. Un pays qui n'est pas dans la sécurité est un pays qui ne peut pas se développer. ZLECAf ou pas ZLECAf, voilà. Surtout que je pense que la ZLECAf, quand on regarde dans la sous-région ou ailleurs, je pense que la ZLECAf, cet accord a été ratifié bien avant certains troubles. Mesdames, Messieurs. Alors, on parle de transformation. On a vu dans l'élément, je pense, le précédent élément, avant la vie des populations, les unités de transformation. Est-ce que ce ne peut pas être une solution aujourd'hui, justement, pour faire baisser certains coûts et être compétitif en transformant donc dans notre pays? Ben, c'est ça l'enjeu, en fait. Parce que si on ne transforme pas localement, ce serait compliqué pour nous d'aller conquérir ce vaste marché-là. Parce que pour conquérir le vaste marché, il faut avoir une capacité de production. Donc, mettre en place des chaînes de valeur. Donc, ça, je pense que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts parce qu'il y a des chaînes de valeur qui sont déjà identifiées. Des efforts sont faits dans ce sens-là pour l'industrialisation de ces chaînes de valeur, notamment dans des produits pour lesquels nous avons un avantage comparatif. Mais lorsque on parle de ZLECAf, j'ai entendu Mme Zoundi parler tout à l'heure, et avec ce que Vincent a dit, je suis totalement d'accord, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Vous êtes inquiète? Voilà, je suis inquiète parce que si je peux comprendre qu'ils ne savent pas, la population, par exemple, quand on a écouté, le citoyen lambda ne sache pas c'est quoi le mot ZLECAf. Mais de me dire que des PME, à l'ère de la technologie où on est, avec on va dire, les médias qui ont vraiment parlé de la ZLECAf, mais actuellement, c'est l'actualité économique. Donc, ça veut dire que mes PME, pour moi, dans mon pays, ils ne suivent pas peut-être l'actualité économique, commerciale, pour savoir que cet accord existe. Ça, c'est vraiment inquiétant pour moi. Et j'aimerais. Est-ce que vous avez une démarche à l'endroit des PME?
Parce que c'est vrai que ces mécanismes existent, les réseaux sociaux, ils foisonnent, on en trouve beaucoup de choses, mais est-ce que de façon directe, on va dire, vous réussissez dans votre approche à vous adresser à ces PME? On essaie, mais il y a des structures de l'État qui sont déjà là. Comme je vous ai dit, on est dans un écosystème qui travaille à ça, à former les PME, à les aider, les accompagner. Mais parce que l'information, il faut qu'on se rende compte, notre secteur privé, que l'information commerciale est aussi importante que notre produit. Absolument. Parce que je suis une entreprise, je produis un bien, mais si je n'ai pas d'information à savoir où est-ce que je peux écouler ces biens, si je n'ai pas de capital humain suffisamment qualifié pour écouler ce bien. Donc, le bien a beau être de bonne qualité, ce serait compliqué pour moi. Donc, il va falloir que le secteur privé, en tout cas là, c'est vraiment un appel. C'est un appel que vous lancez. Voilà. On est là pour un plaidoyer et mieux comprendre. Allez-y. Je rebondis là-dessus. Rebondissez. Voilà. Je veux dire que là, quand on prend, je vais dire, le profil d'une PME, vous allez voir que très souvent, c'est le chef d'entreprise qui fait la PME. Ça, c'est la réalité, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, il y a le rêve mais c'est la réalité. Donc, il y a tellement d'informations qui arrivent. On parle du PND, on parle de Sissi. Il y a tellement d'informations qui arrivent que pour moi, pas que le chef d'entreprise n'a pas envie de se cultiver. Il y a tellement d'informations et puis il y a les réalités existentielles qui sont là devant lui. Comment est-ce que je gère? On vit à crédit, si je peux le dire. Il y a des gens qui vivent à crédit sur leurs ressources. Donc, je veux dire, il y a le quotidien au jour le jour qui le tire, en fait, qui n'a pas le temps de capter. C'est vrai qu'il y a eu des efforts, mais quand vous regardez le nombre de PME, on parle de 209 000, les tests que j'ai eu, 209 000 PME. Si 209 000 PME qu'on a, il y a combien qui ont été formés? Voilà. Après, bon, moi, en tant que président de FETIER, il y a aussi une responsabilité. C'est aussi votre responsabilité. C'est notre niveau aussi de digérer l'information, voilà, de capter l'information. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une très bonne synergie, en fait. C'est-à-dire prendre l'information, la mettre dans un langage digeste. Digeste pour que le dirigeant de la PME puisse la capter, en fait. Parce que c'est le profil que vous avez, c'est que c'est lui qui est vraiment le chef d'orchestre. L'idéal, c'est qu'on n'arrive pas à ça. C'est-à-dire qu'on arrive à des PME très structurées où, je vais dire, le chef d'entreprise peut aller se balader et puis, bon, tout marche bien, mais la réalité est là. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Voilà. La réalité est là. Donc, il va falloir qu'on tienne compte de ça pour pouvoir y aller. Donc, c'est tout un diagnostic, en fait, qu'on est en train de poser. Donc, je vais dire, on ne parle pas à des PME comme celles qui sont, je vais dire, au Maroc, qui sont suffisamment outillées. Mais je veux dire, il y a tellement d'informations qui arrivent. Donc, mais il y a un enjeu Maintenant, l'enjeu, structuration. C'est vraiment, moi, je vois l'enjeu au niveau FETIER. Là, je prends ma casquette au niveau FETIER. Donc, c'est le rôle de la FETIER de pouvoir capter toutes ces opportunités, ces informations et pouvoir la mettre à la disposition de la PME dans un plus digeste. Il y a certaines personnes qui font peut-être les efforts de recherche d'informations, mais comme on veut aller tous ensemble, on est obligé de tenir compte aussi de celles qui, justement, n'ont pas cette capacité de faire la recherche d'informations, parce que ça aussi, c'est du boulot aussi. C'est la réalité. Je n'excuse pas. Je n'excuse pas qu'une PME doive être en alerte. Et pour moi, quand on dit qu'il y a un marché quelque part, on court derrière un marché. Il faut être prêt. On dit on court toujours derrière les marchés. Voilà, c'est ça. Donc, quand on dit qu'il y a un marché de 1,2 milliard, soit comment on fait pour y aller? C'est peut-être aussi ça. L'organisation, il faut être prêt, Valentin. Oui, comment on fait pour y aller? Il faut être prêt. Comment on fait pour y aller? Bon, ça, c'est la grosse question. Ben, je pense que le problème de fond, parce qu'il y a un problème de fond à ça, ce n'est pas lié seulement au comité national qui s'occupe de la ZLECAf. Absolument. Le problème de fond vient du départ. Au départ, eh bien, dans l'objectif d'accélérer les choses, d'aller très vite, ce sont les politiques, les chefs d'État qui se sont emparés du sujet. Et les entreprises... en responsabilité. Voilà, ont pris leurs responsabilités. Les entreprises n'ont pas été associées dès le départ. C'est par la suite que les entreprises, on a commencé à dire, ben ça, c'est une affaire qui concerne les entreprises, et bien, c'est comme ça que progressivement, on a essayé de disséminer. Mais dès le départ, le grand défaut de cet accord, dès le départ, c'est que les entreprises, le secteur privé, n'a pas été véritablement impliqué comme il se devait. Et là, ça se ressent aujourd'hui. On essaie de formater. C'est pas le lieu. Non, Madame Boundi le sait. Lorsque je parle de la ZLECAf,
je dis, c'est un des rares dossiers pour lesquels les gouvernants sont allés plus vite que le secteur privé. On dit que le secteur privé, souvent, on se plaint, va à un rythme, le gouvernement ne va pas au rythme du secteur privé. Mais là, il a dit, et c'est vrai, les chefs d'État ont pris leurs décisions. Ça n'a pas été une... on n'a pas fait des milliers d'ateliers pour réfléchir comment est-ce que... Non, ils ont pris leurs décisions en tenant compte de la feuille de route de l'Union africaine, d'avoir une Afrique 2063 à l'horizon 2063. Et donc, ils ont dû. Mais ça arrive, c'est leur rôle. C'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Ils prennent des décisions et puis après, donc, comme il a dit, effectivement, ils ont posé les jalons et puis le secteur privé a embrayé derrière. Il y a suffisamment de compétences pour vous mettre à niveau. Alors, nous, en Côte d'Ivoire, de manière générale, sur cette question, le mérite en revient aussi en partie au comité national, elle-même personnellement, et au comité national, et aussi au fait que nous avons négocié, il y a une douzaine d'années, un accord de libre-échange avec l'Union européenne, un accord de partenariat économique. Donc, on n'était pas, j'allais dire, on avait les capacités. On avait la capacité, on connaissait à peu près les filières stratégiques pour la Côte d'Ivoire, et puis donc les filières qu'il fallait protéger et celles pour lesquelles, au contraire, on pouvait ouvrir allègrement parce que ce sont des matières premières dont on a besoin pour transformer. Donc il y avait une stratégie quelque part. À votre niveau, il y a une stratégie. Oui, derrière la négociation de tout accord, il y a une stratégie. Voilà. Ensuite, il faut que dans la mise en œuvre, on bénéficie d'accompagnement. Je voudrais revenir quand même sur une chose que vous avez dite en demandant si la transformation, parce que la stratégie derrière... Oui, justement, la transformation locale. Voilà, la stratégie derrière, c'est l'industrialisation. Tout à fait. L'industrialisation. Pas seulement transformation locale. Mais industrialisation. Voilà, l'industrialisation. Oui. Nous, au secteur privé, on dit, aujourd'hui, quand on discutait de l'accord de partenariat économique, on se dit, à la limite même, pourquoi est-ce qu'on ne libéralise pas les fèves de cacao? Parce que si aujourd'hui, vous voulez qu'un chocolatier s'implante en Côte d'Ivoire, il faut qu'il puisse trouver la matière première. C'est vrai que le chocolat est un mauvais exemple parce qu'il y a pléthore de cacao. Mais si une usine s'implante dans un domaine, il faut que le propriétaire de cette usine trouve de la matière première. Soit il la trouve dans son pays, et c'est tant mieux. S'il n'y en a pas assez dans son pays, il doit pouvoir la trouver ailleurs. Donc, elle doit pouvoir venir gratuitement. Quand vous prenez le coton ou bien notre pétrole, vous vous rendez compte que notre pétrole est de très bonne qualité, et donc on préfère le vendre comme ça, en tirer les bénéfices, et la CIR importe du pétrole du Nigeria, d'ailleurs, qu'elle raffine. Vous prenez notre coton, c'est pareil. Vous prenez le coton aux États-Unis, c'est pareil. Les États-Unis ont laissé tomber le textile, ils préfèrent exporter leur coton vers la Chine, ainsi de suite, et utiliser d'autres cotons pour faire du textile. Donc, pour nous, entrepreneurs, il faut rendre l'accès à la matière première libre et aisé. Quel que soit l'endroit d'où elle vient. Tant mieux si elle vient localement, parce que forcément, en principe, elle est à moindre coût. Mais là encore, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit beaucoup de choses. Que ça pouvait permettre de baisser les coûts. Attention, nous sommes dans un monde, j'allais dire mondialisé. Même lorsque, par exemple, vous prenez la filière d'huile, même si vous prenez vos graines de palme en Côte d'Ivoire, dans une plantation à côté de votre usine, le coût auquel le planteur vous la vend dépend des cours mondiaux. Donc, quand les cours mondiaux augmentent, eh bien, vos coûts augmentent. Et on est en plein justement, avec ce qui se passe justement donc à travers le monde, avec la crise ukrainienne, justement, on va en parler rapidement. Il y a une incidence, on l'a vu sur certains produits, le pétrole, etc. Alors, comment justement, est-ce qu'au niveau de la ZLECAf, il y a une incidence dans les discussions, dans les négociations avec les pays de la sous-région et au-delà? Comment ça se passe avec les autres comités nationaux? Juste pour dire que, tout comme la pandémie de la Covid, ce genre de difficultés nous montre à quel point c'est important pour nous de valoriser nos produits. Parce qu'on parle de produits africains, il parlait tout à l'heure de l'huile de palme. Je me rappelle que nous, au niveau des négociations, on se bat pour que les règles d'origine de l'huile de palme soient vraiment très strictes pour que... Vos débats sont houleux, parfois? Très houleux.
pour que les produits soient pris sur le continent. Alors ça, c'est une occasion pour nous montrer à quel point il faut que l'Afrique puisse transformer ses produits. Il faut qu'on puisse faire de la recherche et développement pour... Il faut mettre des moyens parce que des moyens. Il faut que les États aussi, peut-être le secteur privé peut aussi aider. Voilà, il faut des moyens. C'est une occasion pour nous vraiment de se réveiller et de diminuer notre dépendance parce que ça a un impact directement souvent sur nous. Donc, alors que nous avons des produits que nous pouvons valoriser. Et je pense que les gouvernements font beaucoup d'efforts à dire, parce que vous entendez qu'il y a le coût de la vie est cher et tout ça, mais on nous incite à utiliser les produits locaux, par exemple. Est-ce que la population, elle est prête, Valentin? Quand on regarde nos habitudes, c'est vrai qu'on parle de la guerre en Ukraine, etc. Il faut revenir à nos produits locaux. Est-ce que, psychologiquement, la population est prête à le faire? Il y a un gros travail à faire. On a utilisé tout à l'heure, je ne sais pas qui d'entre nous, le mot révolution que représente la ZLECAf. Je pense que c'est... Madame Zoundi, sauf erreur de ma part. Révolution. Alors, c'est une révolution, mais d'abord, pour qu'elle prospère, c'est d'abord la révolution des mentalités qu'il faut. Tant que le mindset, comme on dit, ne change pas, ça va être difficile parce que nous sommes encore dans des contextes où des gens ont des complexes par rapport à non, ça c'est un produit qui vient d'ici, non, celui-là il vient d'ailleurs, celui qui vient d'ailleurs est survalorisé par rapport à des produits locaux qui sont parfois de bonne qualité, meilleurs. Des fois meilleurs. Donc il y a un gros travail de fond à faire au niveau du changement des mentalités. Et ça, je pense que c'est dans chaque pays que ça doit pouvoir se faire pour que la population puisse véritablement aller vers Mais je pense qu'envers et contre tout, quand on est dans un marché libéralisé, eh bien les produits de qualité l'emportent toujours. Maintenant, il y a un danger. Il ne faut pas que sous prétexte de qualité, qu'on laisse dans les produits venir d'ailleurs pour concurrencer des produits locaux qui parfois, en raison des contraintes diverses, les contraintes infrastructurelles, des contraintes fiscales, d'autres contraintes, en raison de ces contraintes, reviennent parfois plus cher. Donc, c'est sur cette base, par exemple, on est envahi sur le continent par des produits venant d'Asie. Et autres, je ne vais pas citer de pays. Non, ne citez pas de pays. Voilà, oui, je ne cite pas de pays à dessein. Mais la réalité est là. C'est-à-dire que si on y prend garde, eh bien, sous prétexte de non, nous voulons des produits de qualité, non, nous voulons des produits moins chers, si nous n'avons pas une petite dose de protectionnisme par rapport à nos économies nationales, eh bien, on sortira perdant. J'en parlais tout à l'heure. Alors justement, les populations, qu'est-ce qu'elles en pensent? Elles font des propositions sur la ZLECAf, ce qu'elles attendent de la ZLECAF, parce que quelque part, il s'agit aussi de leur mieux-être. Alors nous suivons cet élément et on en reparle tout de suite après. Par rapport à la ZLECAf, il faut que ça prenne forme. Il est vrai qu'il y a beaucoup de paperasses qui sont prêtes. Il y a des forums ou bien des réunions qui sont établies, mais vraiment que la zone de libre-échange soit effective pour que nous puissions être autonomes. Nous avons toutes les capacités, nous avons tous les produits et nous devons être autonomes par rapport à l'Europe. Nous sommes en Afrique. Entre les pays d'Afrique, il faut la synergie. Nous avons beaucoup de choses, un potentiel agricole important, un potentiel humain important des jeunes et nous avons beaucoup de chantiers. La valorisation de nos produits locaux, l'échange entre nos pays et la zone de libre-échange est une opportunité aujourd'hui pour permettre à l'ensemble de ces pays d'éclore économiquement, de créer de l'emploi, de valoriser les produits et les échanges entre les pays. Au lieu d'importer en extra-continent, ce sera donc le marché interne, le marché entre les pays africains. Je pense qu'il faut que les directives, les mesures et les propositions qui ont été faites soient effectivement adoptées. Je pense qu'il faut qu'on aille vers encore plus d'inclusion, encore plus d'échanges, mais surtout une vraie et franche collaboration entre nos pays. Parce que si on ne le fait pas, je pense qu'on court un peu à notre perte aussi. Nous devons essayer de voir comment travailler, par exemple, à atteindre la souveraineté alimentaire en Afrique. Et pour cela, nous devons commercer entre nous. Mais pour pouvoir commercer entre nous, il faudrait d'abord que chaque pays consolide ses acquis. Que chaque pays aussi consolide sa spécificité. Par exemple, au Sénégal,
qu'on puisse investir dans la transformation de l'arachide en huile pour pouvoir d'abord satisfaire la commande nationale et pourquoi pas exporter à travers les autres pays africains. La crise entre l'Ukraine et la Russie a montré combien de fois le continent est tributaire, n'est-ce pas, au niveau alimentaire d'autres pays qui ne sont pas dans notre zone. Et en permettant de créer une situation de libre-échange entre ces différents pays, cela permettra à coup sûr de pouvoir, n'est-ce pas, gérer les questions de la demande et de l'offre dans notre zone et d'accroître également la production en fonction des demandes. Et cela permettra effectivement de repositionner l'ensemble des pays qui sont membres de cette zone dans le contexte mondial actuel difficile. Alors, on a écouté ces propositions, on parle d'inclusivité, on parle de libre-échange. Un commentaire, je vois sourire, M. Akangui. Quel commentaire après avoir écouté? En fait, bon, je souris parce que les personnes... Oui, allez-y. Non, parce que les personnes qu'on a interrogées, donc, comme vous l'avez dit au début de notre émission, ont participé aussi au forum où le thème de la souveraineté faisait partie. Et je souris aussi parce que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec le gouvernement ivoirien et l'Union européenne, organise juste après un forum, j'allais dire un business forum entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Et ça me fait penser à ce que M. Kié disait dans le reportage. Il parlait de franche collaboration et on parlait aussi de valorisation de nos produits. Absolument. Donc c'est ça qui je pense qui est au cœur du développement de l'Afrique. Parce que c'est vrai qu'on parle de souveraineté, mais nul pays ne peut se développer. Ne peut produire tout lui seul. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour certains éléments, une forme de souveraineté quand même à appliquer? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est comme la ZLECAf, où il faut choisir, c'est une question de priorisation. Vous ne pouvez pas être souverain, vous ne pouvez pas fabriquer en même temps votre pain à partir de farine, en même temps vos gâteaux à partir de patates douces, en même temps vous pouvez pas, en même temps des voitures, en même temps des fusées. Donc il faut choisir, il faut prioriser, et puis il faut compter sur les autres. Il faut compter sur les autres, il faut nouer des partenariats avec des entreprises. Gagnant-gagnant. Qu'elles soient européennes, qu'elles soient asiatiques, l'essentiel est que ce partenaire-là vous apporte quelque chose et qu'ensemble, vous apportiez de la valeur à ce que vous fabriquez. Tout à l'heure, vous demandiez, est-ce que le consommateur est prêt? Est-ce que le consommateur... À changer cette mentalité, justement, à ce niveau. Même s'il ne change pas sa mentalité. On va l'amener à... Si vous fabriquez un produit qui lui apporte de la valeur, est-ce que quelqu'un imaginait que tout le monde allait avoir des téléphones portables en Afrique il y a 10 ans? C'est une révolution. C'est pas possible. On se disait que c'est des trucs pour les Européens. Parce que le téléphone portable aujourd'hui, le smartphone, apporte de la valeur à tout le monde. L'artisan, même ceux qui travaillent dans le secteur informel. Donc, si le produit apporte de la valeur ajoutée au consommateur, il va le payer. S'il n'apporte pas de valeur ajoutée, si vous prenez un téléphone qui fait exactement la même chose que le téléphone que j'ai, pourquoi voulez-vous que je change? Même si on change des mentalités. Non. Donc, il faut valoriser. Et moi, je pense que la CGCI, on organise, les forums que l'on organise sont faits pour ça. Et le 16-17, je vous invite à venir à l'Hôtel Ivoire pour débattre de ces questions-là avec des entreprises européennes et ouest-africaines qui viennent pour valoriser les chaînes de valeur de notre continent. La Côte d'Ivoire, vraiment, comme on dit, c'est vraiment un carrefour. On voit des forums qui se suivent. Et pour l'Afrique, Madame Zoundi, justement, ce qui a été dit tout à l'heure, on parle de valorisation, on parle d'inclusivité ou d'inclusion. Beaucoup de challenges. Oui, beaucoup. Et surtout en termes de solutions, parce que tout à l'heure, on a parlé de ces PME qui avaient pas un problème de structuration, mais qui n'étaient peut-être pas au fait de l'existence de la ZLECAf, alors en solution et en proposition. Beaucoup de challenges, mais j'ai envie de dire que la préférence pour le contenu local commence à... Ça prend? Oui, ça commence à prendre. La préférence, quand vous regardez même dans les vêtements, de plus en plus, dans la manière de s'habiller, les gens commencent à changer un peu avec du contenu local. Donc, je pense que la préférence pour le contenu local commence à venir. Le challenge va être au niveau des coûts de production. Voilà, comme faire en sorte que le contenu local soit pas plus élevé, en fait. Donc, c'est là le gros challenge sur les coûts de production pour les rendre un peu plus compétitifs. Solution, moi, je pense qu'on est obligé de réfléchir solution parce que, comme j'ai dit, c'est une solution. On n'y va pas. Donc, aujourd'hui, c'est comment on se prépare concrètement. Quand je dis concrètement,
bon, je suis avec Stéphane qui est du patronat dans lequel nous on est. Donc, je vous dis, c'est eux qui font la stratégie. Quels sont les éléments prioritaires? Des études qu'on ne peut pas mener, nous. Moi, je ne peux pas mener l'étude en tant que PME. Ça coûte cher, je ne peux pas le faire. Donc, il y a une entité plus importante, plus costaud, qui va mener des études plus importantes dans laquelle je vais pouvoir m'identifier. Vous contribuez. Oui, en sachant que, bon, OK, sur la Côte d'Ivoire, par exemple, quand on va ouvrir, peut-être que c'est vers le Nigeria que je vais m'orienter. Peut-être parce qu'en termes de consommation, mes produits, je fais beaucoup plus de manioc. Peut-être que le manioc est beaucoup plus consommé au Nigeria qu'en Égypte. Voilà. Donc, je vais dire, il y a des études qui doivent être déjà menées pour nous donner, en fait, je vais dire, une ligne de cadrage, pour ne pas qu'on s'épapille dans tous les sens. Bien sûr. Donc, il y a déjà ça, pour nous, déjà, qui est la ligne de cadrage. On va où? Nos produits qu'on a, ils sont préférés où? Dans quel continent? À quel coût on doit y aller? Comment on va sur ces marchés? Donc, une étude qui nous montre d'abord dans quel pays on y va. Donc, ça, c'est pas une PME qui va la financer. Ça, c'est beaucoup plus haut niveau. C'est un appel. Ça peut être la ZLECAf. Madame Fana même, ça peut être... Elle est déjà en cours, cette étude. La ZLECAf, secteur privé, les synergies. Maintenant, ensuite, nous, on va faire un diagnostic à notre niveau. OK, on va aller... quels sont les réels problèmes qu'on a? C'est qu'on n'a pas de transformation. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que c'est du renforcement des capacités? Est-ce que c'est l'accès aux outils de production? Donc, c'est comme ça qu'il faut regarder. Donc, en fonction de ce qui nous manque, et c'est comme ça qu'on va accompagner les PME à y aller. Sinon, on viendra toujours faire les conférences, elles vont remplir la salle, on va parler de la ZLECAf. Mais dès qu'on sort, elle ne sait pas comment elle y va. Comment elle y va. Donc, elle va retourner de l'autre côté. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, ça part d'abord d'une très bonne étude que soit la ZLECAF ou le secteur privé. Stéphane nous met à disposition pour qu'on sache où on va. Et après, c'est en direct, à notre niveau. Et là, on se pose des vraies questions. On n'a pas besoin de se mentir. Voici mes forces, voici mes faiblesses. Donc, pour aller là, il faut que je me renforce parce que si je ne le fais pas, je serai avalée. Donc, c'est une question de survie. Donc, je suis obligée d'y aller. Oui. C'est une question de survie, Valentin? Oui, c'est PME. Oui, question de suivi pour les PME, oui, sans doute. Comme je disais tout à l'heure, les PME sont au cœur et il faut absolument qu'on adresse la problématique des PME. Et solutions? Qu'on trouve des solutions pour que les PME soient véritablement fortes. Le financement, oui, le financement, par exemple, ça c'est fondamental. Oui, je crois que la Côte d'Ivoire a cette chance aujourd'hui d'avoir avec notamment son patronat, je jette un peu, je lance la fleur à M. Akan, d'avoir un programme de développement des champions nationaux. Oui. Où en est ce programme? C'est ça, ça fait partie des choses qui doivent permettre justement aux PME de pouvoir profiter de ce marché qui arrive. Si on ne développe pas des champions nationaux qui sont capables non seulement de répondre aux attentes du marché intérieur, mais également aux attentes de ce vaste marché qui arrive, si on ne les développe pas, ils n'auront pas la capacité de production. Ils peuvent avoir des bons produits, avec du bon contenu local et autres, mais si même en volume, ce n'est pas suffisant, ce sera pas, ça ne lui permettra pas d'engranger la plus-value qu'elle pourrait engranger la PME si elle était véritablement, si elle avait la taille qu'il faut. Donc ça, c'est aussi au niveau national, au niveau des pouvoirs publics, des décideurs, de pouvoir la CGCI a ce programme, mais je pense que la CGCI seule ne peut pas développer les champions nationaux. C'est toute une stratégie du gouvernement. C'est un ensemble. On doit s'y mettre, parce que ceux qui disent ZLECAf pour en profiter, dit PME, dit secteur privé, qui dit secteur privé dans nos pays, dit PME essentiellement, parce que le tissu économique est constitué à 90% au moins de PME. Et puis, il faut adresser maintenant la question de l'informel. Il y a eu à un certain moment un ministère chargé de la transformation du secteur informel, parce qu'on ne peut pas rester dans le secteur informel et s'attendre à des miracles. Il faut pouvoir restructurer ce secteur informel. Le gouvernement a reconnu d'ailleurs tacitement l'existence, le poids de ce secteur. Mais il est important ce poids. Oui, avec le fonds qui a été créé en direction du secteur Absolument informel. Alors comment est-ce que l'État a fait pour identifier des acteurs? Il y a une organisation. C'est un État. L'État est organisé. Ils sont des clandestins. Ils ont non, mais l'État est organisé. Donc, il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place pour valoriser ce système et le faire migrer de l'informel vers le ferme. Il faut les sensibiliser, qu'ils comprennent le bien fondé de cette migration. Madame Boundi, alors, solution, justement, parce qu'on parle de la ZLECAf, solution, parce que c'est historique, cette ratification, solution pour la rendre compétitive, pour la rendre forte et inclusive.
C'est vraiment historique. Plus visible. Voilà, voilà. C'est historique. Comme vous l'avez dit, ça s'inscrit dans l'agenda 2063 dont notre président, son Excellence Alassane Ouattara, est le champion. Donc, on n'avait pas le choix que de se vraiment mettre au niveau de la ZLECAf, qui est un maillon très important de cet agenda. Donc, pour rassurer Madame Zoundi, je voudrais vous dire qu'il y a une... Financé son étude? Non, il y a une étude. L'étude était en cours déjà. Elle a déjà commencé, justement. C'est ce que je voulais lui dire. Ouais. Au niveau de la stratégie, parce que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Et un des axes de la stratégie, c'est vraiment avoir une stratégie commerciale offensive. Donc, cette étude a déjà débuté avec... je veux dire, la section de l'Afrique en différentes régions, et il y aura des études les études de marché, les recrutements des consultants spécialisés dans différentes régions sont en cours pour évaluer le potentiel de nos produits que nous avons ici sur ces différents marchés. Donc, à la fin de cette étude, on aimerait mettre à la disposition du secteur privé des informations concrètes, c'est-à-dire vous, si vous produisez un produit quelconque, vous pourriez savoir exactement sur quel marché, quel pays ou quels sont les potentiels acheteurs pour votre produit. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais lui dire par rapport à ça. Mais en termes de solutions, aussi, moi, je voudrais dire que la responsabilité est partagée. Parce que plus que jamais, entre l'État et le secteur privé, oui. et plus que jamais, je pense que la CGC va être d'accord avec moi, que le secteur privé est vraiment au cœur actuellement des décisions qui sont prises au niveau de... Mais le président de la République l'a rappelé encore hier, aujourd'hui, le secteur privé. Voilà, est vraiment au cœur. Il y a un appel là. Saluer ce que vous faites, mais il y a eu 80% des suggestions du livre blanc qui font partie du PND. Donc, plus que jamais, l'État prend des mesures vraiment pour accompagner le secteur privé. Mais c'est un appel au secteur privé de vraiment prendre ses responsabilités. Parce que c'est Vous pensez que le secteur privé ne prend pas ses responsabilités? Non, mais je vais dire, on peut faire plus. On peut faire plus parce qu'elle a parlé tout à l'heure même de financement. Vous avez notre secteur privé aussi qui sont un peu réticents à ouvrir souvent leur capital parce qu'il y a des alternatives au financement qui existent. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut s'assurer qu'on sort de l'informel, comme il l'a dit, parce qu'être dans l'informel n'est pas vraiment avantageux, parce que souvent, c'est de l'informel très organisé. Hein. Voilà, donc il faut vraiment... Ils s'en sortent, hein, ceux qui sont... Donc, il faut vraiment aller... sortie de l'informel, et il y a des structures qui sont là pour accompagner. Il y a un programme d'accompagnement à la structuration des entreprises qui est même logé au niveau de Côte d'Ivoire PME pour accompagner les entreprises justement à sortir de l'informel. C'est vraiment très important parce que ça vous permet, en tout cas aux entreprises, d'avoir accès, d'avoir même une crédibilité au niveau international. Donc ça pourrait régler certains problèmes même de financement. Parce que pour pouvoir avoir accès au financement, il faut déjà exister. Alors, voilà. C'est une problématique, il faut exister. Alors, on va faire un tour de table. C'est la dernière question. Je vous pose une question, la même question à toutes. Si je vous dis une Afrique forte, qu'est-ce que cela vous inspire, Madame Zoundi? Une Afrique forte, qu'est-ce que cela vous inspire? Afrique prospère. Afrique prospère. Ce sera votre mot de fin? Oui, ce sera mon mot de fin. Wow. Valentin, une Afrique pour moi, forte. Une Afrique forte, c'est une Afrique qui ne va pas dépendre à 85% de son économie de l'exportation des matières premières brutes. C'est d'abord ça. Une Afrique forte, c'est également une Afrique où le secteur privé est véritablement reconnu et où l'État ne baisse pas par contre sa garde, c'est-à-dire le secteur privé est reconnu et encouragé, mais où l'État également prend toute sa part pour le développement, pour accélérer le développement des pays. Monsieur Akangui, une Afrique forte pour la CGCI. Une Afrique forte pour la CGCI, je dirais, par souci de temps, c'est trois choses. C'est une Afrique industrialisée, oui, donc qui valorise ses matières premières, comme on l'a dit. C'est une Afrique plus intégrée, parce que seule, dans le concert des nations, on ne pèse rien. Et c'est, comme l'a dit aussi Valentin, c'est une Afrique qui repose sur un secteur privé bien organisé, qui contribue aux décisions, pas seulement au niveau national. En Côte d'Ivoire, le dialogue public-privé est à un bon niveau. Il faudrait, comme l'Afrique veut être forte, que le secteur privé puisse être écouté aussi au niveau continental.
pourquoi pas inviter le secteur privé au sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Voilà, pour ne pas que ces grandes rencontres très politiques ne soient que politiques et que des chefs d'entreprise puissent s'adresser directement aux chefs d'État. Et c'est une Afrique où l'État, parce que c'est vrai, on dit que les entreprises, la croissance repose sur les entreprises. Mais ça a été dit et redit. Comme on dit, l'État a quand même aussi le bic rouge. Bien sûr. Donc c'est aussi une Afrique où l'État met en place les conditions pour, j'allais dire, l'inclusivité de la croissance, lutter contre la pauvreté et l'insécurité. Madame Fatoumata Boundi, ZLECAf, l'Afrique, une Afrique forte, votre mot de fin? Pour moi, je pense qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses. On va écouter la ZLECAf. Pour une Afrique forte, moi, je pense déjà que ça passe par un capital humain de très bonne qualité pour l'Afrique. Parce que même quand on parle de secteur privé, on parle d'industrialisation, tout ça, c'est fait par le capital humain. Le capital humain, je le dis, est la ressource la plus précieuse d'une entreprise. Ce n'est même pas souvent le produit. Donc, une Afrique forte, pour moi, c'est une Afrique avec des filles et des fils qui sont très éduqués, qui peuvent résoudre leurs problèmes eux-mêmes et qui ne dépendent pas forcément des solutions qui viennent d'ailleurs. Une souveraineté, on est d'accord? Merci infiniment, Monsieur Akangui, d'être venu sur ce plateau. Madame Zundi Yao, merci. Valentin, merci infiniment. Madame Fatoumata Boundi, merci d'avoir été là ce soir pour ce débat, cette émission sur la ZLECAf. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je terminerai par ce proverbe africain, bien sûr. Une main seule ne peut pas. À très bientôt. Excellente soirée. Restez sur RTI1 pour la suite de ces programmes.